Andrew Crépine Guodoc également. Sous vos applaudissements, oui. Voilà, alors cette conférence portera sur l'infrastructure minimale de marché pour accompagner le développement. Elle sera dirigée par M. Niagne Bedi, qui est de nationalité ivoirienne, bien entendu, et président de la Commission régionale de contrôle des assurances, la CRCA, organe régulateur de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, donc la CIMA. M. Bedi, jusque-là, est conseiller, donc avant de prendre ses fonctions, était conseiller technique du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il est diplômé de l'Institut international des assurances de Yaoundé au Cameroun. M. Bédier a été contrôleur des assurances et directeur des assurances à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, comme je viens de le dire, donc en Côte d'Ivoire. Alors, ces panélistes, aujourd'hui, sont M. Mamadou Sy, qui est ancien directeur national des assurances au Mali et secrétaire général adjoint de la CIMA. Madame Souhaïla Chebchoub, donc président directeur général de la Cotunas, la compagnie tunisienne nationale, la Cotunas, d'assurance, voilà, des exportations. Et dire que je vous reçois au moins 4 fois par an dans mes émissions. Donc voilà, c'est... Monsieur Andrew Crépine, donc Guodoc, qui est administrateur, directeur général de la Société commerciale gabonaise de réassurance. Monsieur Bédier, à vous la parole pour nous présenter davantage nos conférenciers. Je vous demande de respecter les délais qui sont impartis pour ce panel-là. Je serai là pour veiller au grain. Enfin, ceux qui m'ont engagé, ils m'ont dit ça. Voilà. Ils m'ont même sermonné entre nous. Merci. Avant tout propos, je voudrais, au nom des panélistes ici présents, remercier le bureau exécutif de la FANAF pour nous avoir associés à ces travaux et nous permettre de parler vraiment d'un sujet aussi important. Comme vous le savez, le marché de l'assurance en Afrique et plus particulièrement dans les pays membres de la FANAF est caractérisé par un faible taux de pénétration. Mais aussi, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent ce marché d'être développé, de jouer pleinement son rôle. C'est la raison pour laquelle la FANAF a retenu comme thème quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine. Cette problématique a été déclinée en plusieurs axes. Donc l'axe relatif aux infrastructures minimum pour développer le secteur. En fait, infrastructures minimum capables de soutenir le développement des assurances. Avant de permettre aux panélistes d'aborder en profondeur ce thème, il nous est paru nécessaire quand même de poser un diagnostic de ces marchés. Diagnostic qui va nous permettre d'identifier les forces et les faiblesses, en même temps les opportunités et les menaces. En termes de force, nous pouvons dire que l'environnement des assurances, c'est un environnement qui est même réglementé. C'est un environnement qui est réglementé. Il y a dans tous les pays un cadre législatif réglementaire qui régit l'industrie des assurances. Il y a aussi une autorité de supervision, des entités qui sont chargées de contrôler quand même les entreprises d'assurance. Et ça, c'est vraiment une force. Il y a aussi l'existence des organisations d'assurance. Que ce soit dans chaque pays, on a quand même des structures organisées, les assureurs sont organisés avec les assureurs. Il y a des associations. Il y a aussi des associations sous-régionales comme la FANAF qui vraiment essaient de jouer leur rôle d'être les interlocuteurs des pouvoirs publics. Il y a aussi l'existence des entités de formation dans tous nos États et il y a aussi des réassureurs qui peuvent accompagner quand même l'industrie des assurances. Alors, comme faiblesse, il y en a beaucoup, je vais citer quelques-unes et permettre aussi aux panélistes de compléter. En termes de faiblesse, on a
déjà dit depuis que nous sommes là, la faiblesse du taux de pénétration, la lenteur observée en général dans le règlement des prestations, c'est-à-dire les sinistres. Il y a aussi des insuffisances réglementaires, il faut le reconnaître. La réglementation mérite d'être aussi adaptée. Et il y a aussi l'absence de dispositifs d'écoute client. Parce que souvent, quand les assurés sont lésés, il faut permettre de les recevoir les réclamations et traiter les réclamations dans les délais. En termes d'opportunités, on peut citer l'avènement des NTIC. On en a parlé hier. Avec la digitalisation, c'est des opportunités à saisir pour nous permettre de développer notre secteur. On peut aussi parler de l'existence de matières assurables, parce que la population est déjà nombreuse dans notre pays, et toutes ces personnes-là sont des personnes, effectivement, qui doivent pouvoir consommer de l'assurance. Il y a aussi le développement des infrastructures dans nos pays. Il y a beaucoup d'infrastructures qui se développent. La plupart de nos pays sont engagés dans des plans d'émergence avec les infrastructures qui accompagnent, mais est-ce que l'assurance suit toujours? Et si nous ne faisons rien, en termes de menaces, nous allons perdre la crédibilité vis-à-vis des assurés. Et finalement, c'est toute l'économie qui va prendre un coup parce que l'assurance, quand même, doit pouvoir jouer son rôle économique. Et si l'assurance ne joue pas son rôle économique, c'est les pays aussi qui vont perdre. Alors, face à ce constat, il faudrait qu'on puisse renforcer les forces et les opportunités tout en mettant en place des moyens adéquats en termes d'infrastructures capables d'accompagner le secteur des assurances. C'est vraiment l'objet de notre panel et nous avons comme panélistes les personnes que je vais vous présenter. Ils vont rentrer dans les détails pour mieux nous situer sur ce sujet. Alors, je vais commencer par M. Si Madou. Il a été déjà présenté. Il est diplômé de l'Institut international des assurances de Yaoundé, du cycle supérieur, en 1992, et ancien secrétaire général de la CIMA pendant 10 ans, de 2001 à 2010. Ancien directeur des assurances du Mali de 2002 à 2015. Actuellement, Madou est admis à faire ses droits à la retraite, mais il est dans la profession parce qu'il dirige un cabinet de consultation en assurance. Ensuite, Madame Chabchoub, diplômée de financement du Maghreb, spécialité assurance. Elle a occupé plusieurs autres fonctions. Elle a commencé sa carrière en tant que contrôleur des assurances, inspecteur général des finances, inspecteur des finances, président de la commission des assurances, au comité général. Actuellement, Chabchoub est directeur général de NAS, tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur. Et j'ai terminé par Crépin Magloire André Oukodok, diplômé cycle supérieur de l'Organisation de Yaoundé en 1998, titulaire d'un doctorat, exécutif doctorat Business Administration. Le docteur Crépin a commencé ses d'assurance du marché gabonais. Il a été directeur technique, adjoint dans les services d'assurance et NCA Gabon. Aujourd'hui, il est administrateur directeur général de la Société commerciale gabonaise. Il est président de la gabonaise et Dr Crépin a été ministre de l'État gabonais de 2015 à 2016. C'est pour vous dire vraiment des personnes de confiance qui vont nous permettre
vraiment mener à bien ce sujet. Alors, sans plus tarder, passer la parole, les listes, compléter l'état des lieux, mais surtout pour nous faire des concrètes, du minimum d'accompagner le secteur. D'abord commencer par M. et ensuite Mme Chap et ensuite Dr. Crepin. Je demanderai à M. de nous faire le point sur le point de vue de l'alimentation pour voir si l'alimentation est adaptée, il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il faut faire de secteur des assurances. Donc, monsieur, si vous avez la parole. Monsieur le Président, je vais parler de la réglementation et aussi de l'autorité, parce que je pense que par rapport au un peu le taux de pénétration de l'assurance dans les États membres de la CIMA, nous avons identifié quelques faiblesses liées à la réglementation. Parler du règlement en matière de tennis, l'assurance mobile a une mauvaise image de l'assurance dans les pays membres de la CIMA. Je pense qu'il serait nécessaire de procéder par le pouvoir, par le contrôle de l'obligation d'assurance. Et je dirais que sur ce Sénégalais a mis en place le Fonds de garantie automobile et le pool TPV qui ont beaucoup contribué à diminuer le taux de non-assurance dans le pays. Il convient de dire à ce sujet que le Fonds de garantie est une institution du Conseil des ministres de la CIMA. Il a été depuis 2001. 18 ans après, on sait qu'il y a peut-être que 4 d'entre eux, maximum, de ces fonds nationaux. Donc, je pense qu'ici, il y a des institutions. Il faut que le public puisse accompagner le secteur des assurances. À ce niveau, je dirais également qu'il y a des zones suffisantes. Parce que quand le Code a tué le fonds de garantie automobile, il n'a pas été soumis à un contrôle. C'est-à-dire, il n'a pas été soumis ni au contrôle de la CIMA, Je pense qu'à ce niveau, il faut compléter le dispositif réglementaire. Il y a également, malgré toutes les modifications intervenues de l'article 300, la grande continue d'échapper. Je pense qu'il faut prendre aussi des dispositions. Par rapport au règlement des sinistres, j'allais oublier, comme mesure, je pense qu'au-delà de la solvabilité exercée, qu'il y a de quoi au niveau du contrôle des règlements. Parce que la vitrine des services rendus par les assureurs. Et je dirais également qu'il y a la qualité de l'actionnariat, c'est-à-dire un problème de gouvernance au niveau de la zone CIMA. Il y a des sociétés qui fonctionnent dans les faits comme des sociétés unipersonnelles. Parce qu'il ressort même dans une note de la CIMA que des sociétés, plus de 50% d'opérateurs qui cours de culture d'assurance. Il y a des détails critiques parce que souvent ils se contentent du minimum et il y a une vision stratégique de la société. Avec les nouvelles exigences des fonds propres, on pourra remédier à ces problèmes. Du point de vue de la régulation, il va
falloir revoir la fiscalité dans nos États, parce que cette fiscalité rend difficile l'accès au contrat d'assurance. Dans certains pays, je parlerai aussi de la parafiscalité, s'il faut le dire. Donc, sur le plan réglementaire, je pense qu'il y a des insuffisances qu'il faut compléter. Et du point de vue de l'autorégulation, la FANAF avait fait des recommandations en un moment pour la mise en place des règles de déontologie pour la profession et d'un comité consultatif. Ces deux recommandations de la FANAF tardent à prendre leur envol. Cependant, si leur mise en œuvre était réalisée, ça pouvait assainir le climat des affaires sur nos marchés. Donc, Monsieur le Président, je pense que pour le moment, du point de vue de la régulation, je vais m'arrêter à ça. Merci. Mais en votre qualité de superviseur, vous avez eu 10 ans quand même au passé à la CIMA. Du point de vue du renforcement des activités de contrôle, est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Est-ce que le contrôle aujourd'hui est efficace? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer en fait cette supervision-là? Je pense que là aussi, il y a des pistes de réflexion qui convient quand même de faire apparaître. OK. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de le dire, bon, je pense que d'abord, est-ce qu'il y a d'abord un problème d'effectif? Est-ce que le nombre de contrôleurs au niveau de la CIMA, c'est suffisant pour couvrir les 14 pays et pour contrôler efficacement les 180 sociétés qui sont dans l'espace CIMA? En plus de ça, je pense que le contrôle exercé par la CIMA est jusqu'à présent un contrôle de solvabilité. Il va falloir ajouter des contrôles ciblés, notamment le contrôle du règlement des sinistres dans les délais. C'est très important. Il faut que la CIMA arrive à travailler en synergie avec les directions nationales des assurances pour ces contrôles ciblés. Sinon, le travail, vu l'étendue de l'espace CIMA, il va être difficile vraiment que la CIMA puisse opérer un contrôle efficace sur ces points. Parmi les éléments, les leviers qu'on doit utiliser pour développer le secteur d'assurance afin d'améliorer le taux de pénétration, on parle souvent d'instauration d'autres assurances obligatoires. D'autres assurances obligatoires. Je voudrais quand même que vous nous éclairiez là-dessus. Votre point de vue, est-ce qu'il faut encore instaurer d'autres assurances obligatoires? Est-ce que l'assurance obligatoire que nous avons, la RC Auto aujourd'hui, est-ce que nous sommes satisfaits des prestations? Et je voulais aussi avoir votre éclairage là-dessus. Okay. Merci, Monsieur le Président. Quand on recense les assurances obligatoires dans l'espace CIMA, je pense qu'il n'y a que 3 pays où le nombre d'assurances obligatoires est de 4 ou bien 5. Sinon, le reste, c'est à peu près 2. L'assurance transport et l'assurance automobile. Et quand je suivais l'autre jour l'intervention du président de la FANAF sur Label TV, il disait qu'il y avait 90 assurances obligatoires en France. Et vous voyez le gap qui existe entre... C'est tout ça qui agit sur l'autodépénétration. Moi, je pense qu'il faut agir. Il faut agir sur les champs des assurances obligatoires. Non seulement agir sur les champs, mais également contrôler au respect vraiment des assurances obligatoires. Parce qu'il ne sert à rien, c'est le cas de l'automobile en réalité, où cette assurance obligatoire n'est pas beaucoup respectée. Et c'est là, je m'excuse, c'est un peu lié au comportement des assureurs par le non-règlement des sinistres. Et il n'est pas rare d'entendre, je préfère payer 1 000 francs aux policiers que d'aller m'assurer, parce que dans tous les cas, ça reste les mêmes. Cette mauvaise image véhiculée par l'assurance automobile, je pense qu'on doit tout faire pour vraiment laver cette image. Merci. Monsieur le ministre, vous avez été un grand assureur du marché gabonais. Je pense que quel regard
vous avez sur ce diagnostic? Avez-vous des éléments à compléter? Et quelles sont les infrastructures minimum que doivent disposer nos marchés pour son épanouissement? Merci. Président, merci. En complément de ce qui était déjà dit, il faut se réjouir que dans le cadre de ce type d'organisation, avec des problématiques des marchés nécessitant des structures faîtières, il faut à l'évidence reconnaître que nos marchés sont déjà presque correctement organisés. On a un régulateur national qui s'appuie sur des régulateurs, qui s'appuient eux sur le régulateur supranational. On a un marché des assurances comprenant l'ensemble des acteurs qu'il faut, comme partout ailleurs. Nous avons une législation unique d'assurance, et si on l'étend au-delà de la zone CIMA, nous sommes en Tunisie aujourd'hui, nous partageons avec le marché tunisien la langue, ce qui est un facteur important pour permettre le développement de l'assurance dans nos zones. À mon avis, je pense que ces infrastructures mériteraient effectivement d'être renforcées sur 2 points. Le premier, c'est au niveau du comportement des consommateurs auxquels nous nous adressons aujourd'hui. Nous avons bien passé l'époque des assurances bicyclettes et l'on ne peut plus commercialiser les produits d'assurance aux Africains aujourd'hui comme on le faisait en 1960. Ça implique nécessairement que les acteurs du marché puissent se moderniser leurs pratiques. Et ce n'est pas toujours évident de se remettre en cause quand on a cette vieille tradition de faire comme on a l'habitude de faire. Ça implique par ailleurs que les barrières qui sont aujourd'hui considérées comme des éléments bloquants du taux de pénétration de l'assurance, tels que la pauvreté, tels que la barrière religieuse, c'est aux assureurs d'être plus innovants. Face à une prime qui est faible, face à un niveau de vie qui est faible, quel type de produit d'assurance nous pouvons proposer pour permettre effectivement à un plus grand nombre de personnes d'accéder à l'assurance? On parlerait de démocratisation de l'assurance. Il faut rendre l'assurance accessible. On dispose aujourd'hui d'une parfaite révolution technologique, et je pense que Madame à côté va revenir dessus en ce qui concerne les éléments de digitalisation. Tout Africain aujourd'hui dispose d'un smartphone. Mais quel usage nous en faisons? Cet usage orienté vers l'augmentation du taux de pénétration d'assurance, la distribution des produits d'assurance, nécessite par ailleurs, on l'a entendu hier, une réglementation qui va suivre concernant la digitalisation des produits d'assurance, mais surtout que les assureurs puissent mettre à disposition sur ces types de plateformes des produits innovants. La classe moyenne africaine aujourd'hui ne se considère plus comme une classe moyenne qui consomme. Elle a des besoins qu'elle exprime sous forme d'assurance. Et malheureusement, nous commercialisons toujours des assurances dites classiques. Au niveau de la réglementation, je pense que à Madagascar, on parlait d'inflation réglementaire. De Madagascar à Tunis, un effort a été fait. La CIMA ne va pas faire notre travail. Nous n'allons pas à chaque fois revenir vers le régulateur pour lui dire trouver une disposition pour permettre aux assureurs de payer les soldes de réassurance. Il revient aux régulateurs, et c'est ce qu'ils font, d'accompagner les marchés. Le contrôle, avant qu'il ne soit répressif, au départ, il est pédagogique pour amener les uns et les autres à se conformer. Et l'avantage que nous avons dans cette zone, et je pense dans les autres zones, c'est que les régulateurs sont beaucoup plus proches aujourd'hui d'une situation entre l'assuré qu'il faut protéger et l'industrie des assurances qui mériterait également d'être protégée parce que derrière, il y a des éléments liés à la fiscalité des États, puisque les compagnies d'assurance payent des taxes. Il y a des éléments liés à l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. Et à ce niveau-là, la formation des acteurs est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, les structures de formation qui existent dans nos États, qui permettent et qui ont permis la formation de toute cette classe d'assureurs présents dans la salle, ne nécessitent pas également d'évoluer vers des nouvelles pratiques? Il y a l'uniformisation de la fiscalité. Monsieur Sil a parlé tout à l'heure. Il est difficile, lorsque un opérateur situé au Congo-Brazzaville, qui souhaiterait effectivement prendre ou placer son argent en Tunisie, ou même au Gabon, ou même en Afrique de l'Ouest, par exemple, va se rendre compte que la fiscalité demeure différente. Et cela va nécessiter une approche qui sera beaucoup plus une approche nationale, de privilégier l'investissement local alors que nous parlons d'un marché qui est ouvert.
Ma modeste expérience au gouvernement m'a également amené à constater que les assureurs que nous sommes, nous attendons un peu trop que l'État fasse pour nous et nous ne nous faisons pas toujours comprendre au-dessus parce que nous n'avons pas le courage d'aller proposer. Nous attendons que les États viennent nous dire, écoutez, il y a un marché public, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous d'organiser le marché, c'est à nous effectivement de prendre nos responsabilités. Certes, nous attendons de la part des pouvoirs publics stabilité, bonne gouvernance. Tout ceci est indispensable au développement et au renforcement global des capacités de nos différents marchés. Voilà ce que je peux dire à ce stade de notre panel. Merci. Quel rôle peuvent jouer les réassureurs? Parce que vous êtes aussi réassureur. Quel rôle peuvent jouer les réassureurs? Alors, le rôle des réassureurs est aussi important que celui des assureurs. Les réassureurs, on va pouvoir les distinguer, qu'ils soient réassureurs créés par les États, qu'ils soient réassureurs classiques. Notre rôle est d'accompagner les marchés, accompagner les sociétés d'assurance. Mais les sociétés d'assurance que nous devons accompagner, certaines d'entre elles, malheureusement, c'est parfois le constat, à l'exception de quelques groupes, disposent encore des plans de réassurance à l'époque où elles avaient été créées, alors qu'elles devraient s'orienter et faire évoluer leurs plans de réassurance. Parce que à quoi ça sert de céder de la prime sur des branches pour lesquelles, en principe, vous ne devriez plus céder de la prime? Mais bon, pour des raisons parfois liées au management, mais on continue de le faire. La réassurance a également pour rôle d'assister les sociétés d'assurance, de les accompagner à travers les types de formations que nous donnons, mais également d'anticiper sur un certain nombre de besoins. C'est également aux réassureurs d'entrer dans cette phase commerciale, de proposer des produits susceptibles d'être commercialisés dans les sociétés d'assurance. Parce que nous, également réassureurs, nous avons une obligation d'anticipation, d'anticiper par rapport aux besoins exprimés par les assureurs au-delà de la couverture de réassurance classique qu'on leur donne. Il faut ici relever que les États, particulièrement ceux de la zone CIMA, ont accordé aux réassureurs de la zone, à travers l'article 308, un accompagnement important. Il convient de remercier effectivement le secrétaire général pour cela. C'est vrai que cet accompagnement est là. Mais finalement, à quoi cet accompagnement sert lorsque la situation des soldes comptables demeure la même? Les réassureurs, pour qu'ils puissent accompagner les sociétés d'assurance, ils nécessitent qu'ils puissent entrer dans leurs fonds à travers les couvertures de réassurance. Maintenant, quand on prend la réassurance du côté des États, un certain nombre d'États de la zone ont créé des sociétés de réassurance dans le cadre de leur politique publique, non pas pour empêcher ces marchés d'être fermés, mais également, surtout, pour retenir le maximum de primes localement. Quand on parle de la localité ici, ce n'est plus le pays, c'est la zone, c'est l'Afrique. Il faut peut-être qu'on s'oriente vers une espèce de rétrocession légale en Afrique. Je développerai ce concept parce que moi, je gère une société qui est la Société commerciale gabonaise de réassurance, qui a été créée en 2012 à la faveur d'un partenariat entre l'État et le privé. Et notre rôle principal, c'est de capter l'ensemble des primes qui sont produites au Gabon, en moyenne plus de 100 milliards de francs CFA de primes par an, et de conserver cette prime-là au Gabon. Si on l'étend sur l'ensemble de la zone CIMA, on a la SICARE qui le fait. Si on l'étend sur le continent, on a Africaré qui le fait. Mais seulement, les risques africains sont parfois tellement importants que nous sommes très courts, très limites en termes de capacité, et que nous sollicitons les grandes sœurs que sont la SICARE, que nous sollicitons les grandes sœurs, je parle en termes de compagnies de réassurance, que sont Africaré, mais le constat que nous faisons, c'est que parfois, même lorsque cela ne nécessite pas un appel à la réassurance, certains acteurs du marché continuent de céder malheureusement des primes qu'ils peuvent conserver pour renforcer leur assise financière, ou qu'ils peuvent céder au réassureur qui est le plus proche, qu'il soit un réassureur continental, qu'il soit un réassureur régional ou national. La réglementation aujourd'hui, qui dorénavant va s'imposer aux sociétés de réassurance, n'a pour seul objectif que de poursuivre l'esprit des pères fondateurs de la CIMA, qui est la protection des intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance. Parce qu'on s'est dit, écoutez, les réassureurs s'adressent à l'assureur,
En principe, l'assureur est censé être un professionnel. On ne peut pas le tromper comme on tromperait un assuré. Donc, la réassurance a toute sa place dans le dispositif de renforcement donc, des capacités des sociétés d'assurance pour permettre effectivement à nos marchés, que nos marchés soient plus solides, que ce soit Tunis Re, ici au Tunis dans la zone du Maghreb, la SCR, que ce soit Africaré, SCGRé, Zepré, Ncaré, pour ne point les citer, Aveniri par exemple, toutes ces sociétés mises bout à bout, lorsqu'on met bout à bout une synergie de toutes ces capacités, nous avons la possibilité de collecter, de contenir l'ensemble des primes, parce que ces primes doivent d'abord servir pour le développement de l'Afrique. Et c'est là parfois que nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut, on s'oriente, on a une option, on paye les sinistres, c'est vrai, c'est notre rôle. Mais les assureurs africains ont également l'obligation de participer au développement des États en tant qu'investisseurs institutionnels. Et à ce niveau-là, il y a matière à renforcer cette collaboration entre les différentes entités. Merci. Nous avons présenté aussi des opportunités à saisir. Nous allons passer la parole à Mme Chachou pour développer en profondeur ces opportunités à saisir pour que notre secteur puisse mieux se porter. Et nous allons lui demander, compte tenu de son expérience à la Cotunance, comment est-ce qu'on peut partager des expériences avec les autres marchés, toujours pour permettre à l'assurance de jouer son rôle d'investisseur institutionnel. Madame Chachou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de donner 2 ou 3 chiffres concernant le continent africain pour pouvoir introduire donc, le thème que je vais présenter, surtout en ce qui concerne la digitalisation et l'Afrique, où est-ce qu'on est sur cet aspect-là. 2 ou 3 chiffres rappelant que le PIB de l'Afrique ne représente que 2,8% de l'économie mondiale. La croissance en Afrique, elle est de 3,7%. C'est vrai qu'on a une forte croissance en Afrique relativement parce qu'à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, elle est de l'ordre de 1 à 1,5%. La population, nous avons une population d'environ 1,3 milliard d'habitants avec un âge moyen inférieur à 20 ans. Ces chiffres-là représentent en réalité des points de force et de faiblesse du continent africain connus par certaines contradictions positives ou qu'on doit positiver. Le taux de croissance le plus élevé à l'échelle mondiale a été réalisé par un pays africain, le Ghana, 8,3%, et 6 des pays, parmi les 10 pays dans le monde qui ont réalisé des taux de croissance les plus importants, 6 de ces pays-là sont des pays africains, et maintenant on parle à l'échelle mondiale, internationale, que l'Afrique est devenue un moteur pour la croissance mondiale. Donc tout le monde regarde l'Afrique, si vous voulez. Cette Afrique-là, sur le plan assurantiel, donc le total des primes émises, chiffre 2017, c'est environ 66,7 milliards de dollars. Répartis en 45 milliards de primes, 45 milliards de dollars de primes en vie et 22 environ milliards de dollars de primes en non-vie, avec un taux d'évolution de 10%, mais malgré un taux d'évolution à 2 chiffres pratiquement, vous voyez que la répartition des primes par continent, on reste toujours le continent le plus pauvre sur cet aspect-là, puisque l'Afrique, sa part dans ses primes à l'échelle internationale ne dépasse pas 1,4%. Vous voyez que l'Amérique, elle est à 34%, l'Europe 30%, l'Asie 32%. Nous, on est toujours à 1,4%. Et une autre réalité qu'on doit voir, ce chiffre-là qui reste très faible, très limité, de 66 milliards de dollars, 72% sont réalisés par l'Afrique du Sud. Et donc là, qu'est-ce qui reste pour tous les pays de l'Afrique? Vous pouvez imaginer l'ordre de grandeur des chiffres qui restent pour les autres pays africains si
Donc, c'est environ moins que 30% des 66 milliards de dollars. Pour le taux de pénétration, également, on est toujours les moins de 10 ans, si vous voulez, on reste à un taux inférieur à 3%, devant une moyenne mondiale de 6,5% et devant, bien sûr, l'Europe et l'Amérique qui dépassent largement les 6%. Ceci est dit, le marché africain, comme a présenté monsieur le président du panel, des points faibles et des points forts. Le point fort qui est en réalité un point faible au départ, c'est le taux de pénétration qui est inférieur à 3%, et on dit que c'est une opportunité puisqu'il y a de la matière à réaliser en Afrique, mais ça fait des années et des années qu'on se rencontre pour dire que c'est une opportunité. Et franchement, Monsieur le Président, on ne voit pas que le secteur des assurances africain a trop travaillé sur cette opportunité, ni à exploiter cette opportunité. Elle est toujours affichée en tant qu'opportunité et attendant des jours meilleurs pour l'exploiter. Également, les opportunités peut-être pour le marché africain des assurances, c'est le progrès technologique actuellement observé à l'échelle internationale. Les menaces, Monsieur le Président, mes confrères également, bien sûr, c'est la concurrence acharnée, des tarifications insoutenables, également l'instabilité au sein de certains pays africains. Moi, je vais focaliser sur cette opportunité qui est la digitalisation en Afrique. La digitalisation, si vous voulez, du secteur des assurances. Vous avez devant vous un graphique qui relate un petit peu les données chiffrées du point de vue digitalisation. Vous pouvez voir sur une population de 1,3 environ milliards d'habitants, on a 435 millions d'utilisateurs Internet. Donc le taux de pénétration, il est de 34%. On a 1040 millions d'utilisateurs connectés sur mobile. Le taux de pénétration, vous voyez, il est de 82%. On a 191 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Donc le taux de pénétration, il est de 15%. Et 172 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux sur le mobile. Le taux de pénétration, il est de 14%. Également, le constat, il est également sur l'évolution de cette digitalisation en Afrique. Courant les 12 mois de janvier 2017 à janvier 2018, l'Afrique a gagné 73 nouveaux millions d'internautes, soit une progression de 20%. L'Afrique a également gagné 20 nouveaux millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, soit une progression de 12%. L'Afrique a également gagné 23 nouveaux millions d'utilisateurs de réseaux sociaux sur mobile, soit une progression de 15%. Ces chiffres sont relatifs à janvier 2018, mais vous pouvez être certain que les chiffres ont largement évolué depuis. Alors, la digitalisation de l'assurance en Afrique. Il est important de souligner pour nous, assureurs africains, que malgré la pauvreté, malgré les faiblesses de taux de croissance au niveau africain, au niveau des pays africains, la population africaine a choisi d'être moderne et d'être up-to-date en ce qui concerne la digitalisation. Et l'évolution technologique, au niveau de l'évolution technologique, et les sociétés d'assurance doivent adhérer à ce choix, voire en profiter. Une attente particulièrement forte chez les digital natives qui aspirent à de l'instantanéité, c'est-à-dire à tout moment, il est possible, via une application, de se connecter et de bénéficier des services de son assureur. Les entreprises d'assurance sont contraintes à percer ces changements de paradigme
et provoqués par ces nouveaux usages numériques. Pour les sociétés d'assurance africaines, certaines, dans leur stratégie de développement, la technologie a occupé et occupe, si vous voulez, une place de choix. Mais même les sociétés d'assurance africaines qui n'ont pas encore abordé cet aspect-là, donc ils ont mis des retards, ces sociétés évoquent au moins des stratégies à venir qui vont emprunter ce chemin. C'est pour dire que la conscience y est, mais beaucoup de retard constaté sur cet aspect-là. Alors, la digitalisation de l'assurance en Afrique, pourquoi? Pour développer l'offre, pour développer la distribution et pour améliorer l'image de marque. Pour développer l'offre, comment? Alors, la digitalisation offre aux assureurs africains des outils puissants, notamment en termes d'analyse des big data, pour mieux comprendre les besoins et les attentes des clients grâce à des capacités d'exploitation des données permettant de présenter une offre rapide et adaptée et à moindre coût. La digitalisation facilite à l'assureur africain aussi la mise en place, par exemple, de solutions de micro-assurance. Ils peuvent même toucher la population rurale ou la population difficilement accessible. Et grâce à la digitalisation, l'assureur africain peut étendre son offre à une cible au-delà des frontières nationales. Donc, on peut ici parler d'une expansion intra-africaine. Développer la distribution, comment? À travers, bien sûr, la digitalisation. Alors, de nos jours, le paysage de la distribution de l'assurance est soumis à l'entrée de nouveaux acteurs, de nouveaux distributeurs à travers ces canaux, justement, digitaux. Les innovations technologiques telles que la distribution via Internet e-assurance ou via les téléphones M-assurance, les téléphones portables ou les smartphones, constituent de nouvelles opportunités de vente qui peuvent contribuer au développement du marché de l'assurance en Afrique. Des exemples de réussite dans nos pays africains, peut-être ça va vous étonner, mais ça existe déjà. Certaines sociétés, telles que, bon, je vais pas la nommer, mais qui s'appelle donc Sanfor, sans la nommer si vous voulez. C'est un groupe, si vous voulez, qui a plusieurs filiales dans 3 ou 4 pays africains et qui s'est lancé dans la distribution de l'assurance vie à travers les mobiles. On parle de chiffres, cette société ou ce groupe a pu contracter 50 000 contrats d'assurance vie à travers uniquement sa filiale en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres exemples de réussite sur cet aspect-là, mais peut-être ça émane de sociétés, de filiales, de sociétés européennes installées dans des pays africains. C'est pas essentiellement des sociétés africaines. La digitalisation de l'assurance en Afrique permet l'amélioration de l'image de marque de nos sociétés d'assurance. Monsieur Si, tout à l'heure, a parlé des problèmes de l'assurance automobile et surtout l'indemnisation de l'assurance automobile et qu'est-ce qu'elle a causé ou impacté l'image de marque des sociétés d'assurance africaines. Oui. Et imaginez, par exemple, donc en cas de sinistre, à travers la digitalisation, bien sûr, quelques enchaînements digitaux permettent de déclencher en quelques secondes le processus d'indemnisation et d'envoyer des images des dommages subis ou de voir donc sur le digital les éléments indispensables au processus d'indemnisation. Rappelez-vous qu'actuellement, dans nos sociétés, on reste encore sur la phase paperasse, on reste encore sur la phase contact expert et contact physique, si vous voulez, de l'expert, et le va-et-vient qu'on demande à nos assurés pour enfin arriver à arracher son indemnisation. C'est une gestion très lourde en temps
et en procédure. Donc, les nouvelles technologies digitales facilitent une meilleure gestion du sinistre, aspect fondamental dans l'amélioration de l'image de marque du secteur lourdement entaché par la lenteur et la lourdeur de la procédure d'indemnisation actuelle qui existe actuellement dans le secteur africain. Bien sûr, la digitalisation améliore la visibilité de nos sociétés à travers le digital. C'est un outil de marketing et c'est un outil de communication qui est maintenant très, très important d'y accéder et d'en profiter. Je pense que sur le plan digital, il y a beaucoup à faire. Madame Ben Mahmoud, hier, a parlé du coût. Bien sûr, il y a un coût, mais c'est un coût, je pense, inévitable. On a perdu peut-être un peu de temps, on doit se rattraper, mais dans tous les cas, le coût sur le digital va permettre certainement de dégager des compétences qui sont actuellement encombrées par donc la gestion manuelle, j'ose dire, des procédures adaptées actuellement dans nos sociétés d'assurance. J'ai parlé donc de ce qui est digital, de développement de l'offre. Et d'ailleurs, les sociétés d'assurance, comme a dit M. Jalloul Ayed hier, doivent développer leurs produits et surtout donc tendre d'une politique produit-centrique à une politique customer et solution customer-centrique, donc avoir le client et les attentes des clients en tant que un aspect stratégique dans si vous voulez, dans le fait de préparer et de concevoir le produit d'assurance. L'ère n'est plus la distribution ou la vente des produits classiques, automobiles ou maladies et tout ça, non. Actuellement, à l'époque, c'est plutôt l'écoute du client et essayer de créer des produits d'assurance qui s'adaptent parfaitement à leurs besoins. Mais tout ça, c'est bien, et bien sûr, les sociétés d'assurance doivent, pratiquement, on n'a plus de choix, c'est la tendance actuellement, donc doivent emprunter ce chemin-là. Mais permettez-moi de préciser, Monsieur le Président, que même sur la version produit-centrique, les sociétés d'assurance africaines ont déjà un retard. D'ailleurs, vous m'avez permis d'exposer un petit peu notre expérience Cotunas. Notre activité, c'est un produit d'assurance pour les exportations tunisiennes. Ça a commencé comme ça. Donc, la Cotunas, c'est une société nationale d'assurance des exportations créée maintenant, ça fait 35 ans. Et c'est donc... elle est spécialisée dans l'assurance des exportations nationales. Bon, quelques chiffres sur la Cotunas. Ses fonds propres, c'est 26, son capital, 26 millions de dinars, ça fait à peu près 9 millions de dollars. Les fonds propres, c'est à peu près 35 millions de dinars, c'est à peu près 12 millions de dollars. Nos capitaux assurés, les capitaux assurés, c'est à peu près 25 millions 2510 millions de dinars, ça fait à peu près 840 millions de dollars. Nous assurons les exportations. Annuellement, on a à peu près 1200 millions de dinars d'exportations assurées contre le risque de non-paiement de l'exportateur par son acheteur étranger. Et là, c'est un produit qui permet l'assurance et du risque commercial et du risque politique. Hier également, on a parlé que sur le plan risque politique, les sociétés d'assurance africaines ont beaucoup à faire parce que c'est une garantie qui n'est pas vraiment développée. Du moins, sur cet aspect-là, sur cette branche, le risque politique, il est couvert. Mais malheureusement, si on regarde les pays africains, nos confrères africains, ce créneau, ce produit d'assurance n'est pas, proposé par tous les pays africains.
Et là, c'est un produit classique. On ne parle même pas de sophistication, si vous voulez. Et vous comprenez, Monsieur le Président, je suis en train d'exporter notre expérience Cotunas. Donc, il y a un travail des sociétés d'assurance à faire pour au moins offrir les produits d'assurance classiques. Donc, sur cet aspect-là, déjà, on remarque des insuffisances. L'assurance donc Cotunas, si vous le permettez, c'est également un soutien de l'État tunisien. Donc là, on parlait d'infrastructures législatives et de soutien. C'est un soutien de l'État tunisien qui a créé en parallèle de la Cotunas un fonds de garantie des exportations dédié justement pour l'assurance du risque politique et pour soutenir la Cotunas à fournir donc la garantie pour les exportations là où les réassureurs classiques ne peuvent pas nous fournir cette couverture et réellement pour ce risque-là, les réassureurs ont beaucoup de recul sur la destination Afrique. Donc c'est l'État qui soutient, c'est une infrastructure très importante de par le législateur, qui soutient les efforts de la Cotunas dès sa création pour offrir ce produit-là aux sociétés exportatrices tunisiennes. C'est un produit qui existe en Europe, en Amérique, partout un petit peu dans le monde, mais il existe très peu en Afrique, quelques pays qui ont ce produit-là et qui sont déjà lancés sur ce créneau-là. Également, ce produit-là, il peut couvrir les ventes donc, à l'étranger, les exportations, mais également les ventes sur le marché local. D'ailleurs, pour la Cotunas, en 2013, on a fait une fusion-absorption de notre filiale qui était spécialisée en assurance locale, des ventes locales, et comme ça, on a un petit peu grandi pour faire l'assurance des ventes locales, et on continue bien sûr à assurer les exportations. Voilà, donc... ce créneau-là, il est très important. Ça permet au secteur des assurances de jouer son rôle, de se développer. Bien sûr, c'est un créneau de développement, mais de jouer son rôle en tant qu'un axe, un levier de développement de l'économie nationale, puisqu'il permet en réalité une couverture pour les sociétés exportatrices, mais également, il facilite, ce système-là facilite le financement des entreprises tunisiennes exportatrices pour le financement bancaire, pour leurs besoins donc de préparer leurs marchandises et tout ça. Je ne vais pas trop m'attarder, mais disons que je me suis permis de dire, bien sûr, les sociétés d'assurance africaines doivent tendre vers une sophistication de leurs produits en fonction des attentes de leurs clients, mais de prime abord, c'est important de dire qu'il y a même des produits classiques qui ne sont pas encore commercialisés à l'échelle africaine ou généralisés, quelques pays qui le font, et c'est un domaine de développement justement de l'assurance africaine et surtout développer le rôle que doivent jouer les assureurs tunisiens dans le soutien et le développement de l'économie, de leur économie nationale. Merci. Merci, Madame. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention d'épuiser entièrement ce sujet. Donc, il est aussi indiqué que au niveau de la salle, nous prenons des contributions ou bien des questions pour nous permettre de mieux éclairer, développer les points. Donc, je vais passer la parole au modérateur. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup adoré les interventions, mais j'ai adoré encore plus le marketing et la publicité que vient de faire Madame Chapchoup, à juste titre d'ailleurs, hein, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la Tunisie, depuis une année déjà, elle a beaucoup misé sur l'Afrique et a une stratégie nationale d'exportation vers l'Afrique. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, hein, moi qui suis journaliste économiste, donc, sur 2 chaînes tunisiennes, nos échanges avec l'Afrique, malheureusement, sont de l'ordre de 2,5.
de nos totales exportations. On fait à peu près 41 milliards, ce sont les chiffres de 2018, 41 milliards de dinars à peu près dans les, on va dire, dans les 10 millions, dans les 14 millions, 14 milliards, pardon, 14 billion dollars. 2,5 uniquement sont à l'échelle africaine. Et aujourd'hui, il y a une stratégie transversale du gouvernement tunisien pour booster les exportations et un travail qui a été fait avec le CEPEX, bien entendu. Et la Cotunat, c'est la garantie pour les exportateurs tunisiens afin donc d'essayer d'accéder donc au marché africain subsaharien, bien entendu. Dernièrement, nous avons été acceptés comme membres du COMESA, le fameux COMESA, donc l'Afrique australe. Et nous sommes membres observateurs du CEDEAO, donc la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Juste pour vous dire un peu l'importance donc du travail qu'effectue par ailleurs la Cotunas en Tunisie. Alors, il y a monsieur qui a demandé la parole. Voilà, il est juste là. Ensuite, je vous donnerai la parole, monsieur. Les baladeurs, voilà. Vous vous présentez et vous ne faites pas comme moi, qui a été un peu lent sur la question. Bonjour, je suis Elvis Chouanon, je suis commercial en assurance depuis près de 25 ans et je suis un peu surpris par le discours tenu par M. Bédier. J'ai l'impression que nous parlons de l'Afrique comme des Européens et que nous nous mettons à l'extérieur. Le président a posé une question, j'aimerais que M. Bédier le réponde clairement. Sa question était de savoir... en ce qui concerne les indemnisations en matière d'assurance obligatoire, comment est-ce que c'est géré au niveau de l'Afrique? Ça, c'est la première question dédiée à M. Bédier. En ce qui concerne Mme Souela Chapchou. Voilà, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Vous avez fait une brillante présentation au niveau de la digitalisation, mais j'aimerais poser ma question. La digitalisation, l'objectif, c'est de satisfaire le client africain ou c'est de faire le chiffre? Est-ce qu'on va utiliser la digitalisation pour se faire du chiffre ou de satisfaire le client, c'est-à-dire que améliorer le règlement des sinistres, comme vous l'avez dit? Et maintenant, la troisième question concerne M. André, si je ne me suis pas trompé. C'était vraiment très éloquent, mais j'ai un souci au niveau du taux de pénétration. Bon, on a parlé que pour augmenter le taux de pénétration, il fallait rendre des assurances obligatoires. On a même parlé de 90 assurances obligatoires en France, c'est ça? Bon, alors j'aimerais savoir, déjà les assurances qui sont obligatoires, comment est-ce que les Africains les gèrent même? Est-ce que l'idée c'est de rendre les assurances obligatoires? Madame Soualé l'a même dit, les assurances classiques, même nous n'arrivons pas à les commercialiser, nous n'arrivons pas à gérer les sinistres. Est-ce que c'est en rendant toutes les assurances obligatoires que nous aurons un taux de pénétration plus élevé? Et j'aimerais chuter maintenant en disant ceci, en ce qui concerne la digitalisation. Ça fait 4 questions là, ça fait plus. Oui, ça fait 3 questions et je suis en train de chuter. Non, oui, la dernière, je suis en train de chuter. Oui, je suis en train de questions. chuter. Oui, je suis en train de dire, moi je suis réfractaire à la digitalisation, je m'exprime. Aujourd'hui, j'ai une solution qui permettra aux compagnies, aux grosses compagnies, de faire du chiffre sans passer par la digitalisation. Parce que la digitalisation, c'est comme un canal de distribution, alors que nous avons des intermédiaires. Et nous savons que les Africains aiment le contact physique. Comment ça va se passer qu'un Africain, oui, il a le smartphone, est-ce qu'il a la connexion Internet? Donc, je crois que j'ai une solution pour pouvoir commercialiser normalement sans passer par la digitalisation. Merci, merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Sorgos Maïla, membre du bureau exécutif de la FANAF. J'ai suivi le développement des panélistes, notamment en ce qui concerne le volet digitalisation et puis la microassurance. Mais je suis resté sur ma faim parce que je pense qu'on a oublié un aspect très important qui concerne l'éducation financière. Je pense que tout doit d'abord passer par là. Si toutes nos activités d'assurance, de mon point de vue, ne sont pas dans de bonnes proportions, il y a que nous avons une population qui est tout à fait spécifique. Une population
qui est caractérisée par l'analphabétisme, on le sait très bien, une population qui est aussi caractérisée par un niveau de revenu assez modeste, d'où effectivement des facteurs importants pour que l'assurance soit, j'allais dire, sur une échelle moindre que par rapport au reste du monde. Donc, de mon point de vue, il est important, lorsqu'on parle de la microassurance, lorsqu'on parle de la digitalisation, qu'on évoque le phénomène de l'éducation financière. En tout cas, de mon point de vue, qui est très important. Je ne sais pas ce qu'en pensent les panélistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur? Oui. Merci. Je suis Jacob Sinze, directeur général de AREA Assurance Cameroun. J'ai juste deux points. Un concerne le développement fait par M. Mamadoussi sur le contrôle des règlements de sinistres. Je voudrais dire, en réalité, lorsque les contrôleurs de la CIMA viennent dans nos compagnies, l'un des volets les plus importants, c'est de contrôler le règlement diligent des sinistres. C'est un point essentiel de leur contrôle dans nos compagnies. Et donc, ça vient un peu à contredire ce que a déclaré M. Si tout à l'heure. L'autre point concerne les assurances obligatoires. En fait, sur nos marchés, il y a effectivement un certain nombre d'assurances obligatoires. Je prends les transports maritimes, les tout risque chantier, les RC décennales, mais également un certain nombre de RC sur les professions libérales, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'assurances obligatoires. La seule question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour vérifier l'effectivité de l'application de cela. Est-ce que dans nos pays, on le contrôle effectivement? C'est la question. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc une première batterie, je reviendrai vers vous. Hein. Donc une première batterie, Président. Donc des réponses concises, s'il vous plaît, parce qu'il y en a d'autres questions donc, dans la salle. Merci. T'en prie. Merci. Je voudrais d'abord rappeler que mon nom c'est Bédi, et non Bédier. Même Bédier, c'est pas mal. Hein. Bien, je voulais passer la parole au Sonora arrive jusqu'à la Tunisie. Pour répondre aux questions qui ont été soulevées. D'abord, monsieur Si. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais répondre du coup aux deux questions sur le contrôle du règlement des sinistres et l'indemnité des sinistres automobiles. Je sais que la CIMA contrôle la cadence de règlement des sinistres. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi-même j'étais secrétaire général adjoint de la CIMA chargé du développement technique et du contrôle. Mais ce contrôle n'est pas un contrôle exhaustif du règlement des sinistres dans le délai. C'est ça la précision. Je sais bien que quand les contrôles viennent, ils contrôlent les sinistres, comme ils contrôlent la production. Mais il s'agit d'un contrôle ciblé parce qu'en 5 jours, il est difficile à un contrôleur de faire toutes ces étapes. Contrôler la comptabilité, les sinistres, la production, c'est difficile. Donc, il faut qu'on évolue un peu dans cette procédure de contrôler la cadence de règlement des sinistres. C'est ça que j'ai fait allusion. Contrôler les sinistres dans le délai imparti pour le règlement. Et même mieux, revoir vraiment ce délai d'1 an qui me semble trop long en termes d'indemnisation. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout le monde sait que si un sinistre, surtout en automobile, les délais mis pour régler les sinistres, d'abord pour faire l'offre et ensuite les délais pour le règlement, et vraiment c'est un délai qui est relativement long, qui mérite d'être revu. Mais le contrôle que je parle, c'est un contrôle ciblé et qui va porter uniquement sur le délai de déclaration et le délai de paiement des sinistres. Ensuite, concernant les assurances obligatoires, c'est vrai, il y a des assurances qui sont rendues obligatoires par le pouvoir public et il y a des assurances qui sont rendues obligatoires par la profession.
telles que la profession de l'ordre des médecins, ainsi de suite. Pour ce qui est rendu obligatoire par les pouvoirs publics, il doit être du devoir vraiment des pouvoirs publics de procéder à son contrôle. Et je disais tantôt, il faut que les assureurs eux-mêmes s'autodisciplinent vraiment pour faire un contrôle et assainir le climat des affaires sur nos marchés. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Avec votre permission, c'est vrai que par rapport aux faiblesses, le Président m'avait dit de parler du point de vue du régulateur. Sinon, nous avons revu vraiment, il y a beaucoup de faiblesses sur nos marchés que nous avons mis en 3 catégories. Et les facteurs qu'on utilisons, des facteurs objectifs liés à la faiblesse du pouvoir d'achat et les faiblesses liées à la gestion de l'entreprise et à sa gouvernance. Ça, c'est 2 points que nous avons occultés. On n'a pas beaucoup touché à ça, puisque le président m'avait demandé de parler seulement des faiblesses liées à la régulation. Mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau de la gestion d'entreprise. Le coût des contrats d'assurance, c'est vraiment élevé du fait des frais généraux qui sont importants. Et il convient également d'assainir l'intermédiation et même de renforcer les conditions d'exercice de cette profession. L'obligation d'établir les états modèles est entrée en vigueur depuis 2010. Si on fait un état de lieu, rares sont les marchés qui produisent ces états modèles. Donc je pense que tout ça, il faut que ça soit revu. C'est vrai, si on satisfait à toutes ces conditions minimales, on n'aura pas besoin d'inventer autre chose. Merci. Merci, M. Si. Je voudrais aussi simplement ajouter que nous avons aussi noté la lenteur dans le règlement des sinistres. Il va sans dire que si l'assureur veut que son image de marque soit améliorée, il faut commencer d'abord, en tout cas, à soigner ces problématiques, faire en sorte que les sinistres soient réglés effectivement avec sérénité. Et concernant l'assurance obligatoire, ceci vient de le dire, si on veut instaurer d'autres assurances obligatoires, il faut commencer d'abord à mieux maîtriser déjà l'existant. Le problème que nous avons, c'est que c'est au niveau du contrôle de ces assurances obligatoires. C'est le lieu vraiment d'interpeller les directions nationales pour qu'il y ait une sensibilisation. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des journées pour sensibiliser effectivement tous les acteurs sur les autres assurances obligatoires pour que lorsque peut-être on fait un appel d'offres, il faut exiger effectivement que les personnes qui sont attributaires aient effectivement cette assurance obligatoire. Il y a aussi une sensibilisation envers les professions libérales avec les ordres des avocats, les ordres des notaires et tout ça. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons amener à une application effective des assurances déjà obligatoires et après, on peut penser effectivement à instaurer d'autres assurances obligatoires. La question de M. Soko, je pense que c'est une contribution, M. Si vient de le dire, on a noté, c'est une contribution d'éducation financière. Je pense que c'est aussi important. Je vais passer la parole à Mme Chanchoub pour développer la digitalisation. Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires? Je vous passe la parole. Excusez-moi juste, Madame Chapchoup, je suis là. Je suis là. Donc, 10 minutes pour clôturer ce panel-là. Donc, vous allez être un peu rapide parce que nous avons encore 2 questions à prendre. Voilà, 2 questions. Et je vous donnerai de nouveau la parole, donc Madame Chapchoub. Et ensuite, on donnera la parole à la salle pour 2 questions et on clôture ce panel. Oui. Alors, la digitalisation pour satisfaire les clients ou pour faire du chiffre, on fait du chiffre en satisfaisant les clients, bien entendu. Et croyez-moi, la digitalisation, ce n'est plus un choix. Ce n'est plus un choix. On ne peut pas se permettre, nous, assureurs, de rester traditionnels comme on l'est. Et le monde bouge dans un autre sens, si vous voulez. Les agents généraux, les intermédiaires, les courtiers, bien sûr, c'est une chose importante, mais les sociétés d'assurance sont appelées à former et à développer ces créneaux de distribution, mais
Ce qui est sûr, un client, un assuré n'a pas besoin d'un courtier ou d'un agent général pour souscrire un contrat d'assurance automobile, par exemple. Il y a des contrats d'assurance qui peuvent être standardisés et donc la digitalisation de leur vente devient une nécessité. Et donc voilà, nous, notre panel, d'ailleurs tous les panels traitent du développement de l'assurance africaine. Quelle infrastructure? Ça, c'est une infrastructure pour développer justement l'assurance africaine. Les moyens financiers, oui, la digitalisation, les moyens financiers de la population africaine, justement. C'est vrai, il faut, bien sûr, c'est un aspect très important, mais il faut avoir dans notre esprit que la digitalisation, c'est justement pour réduire les coûts de l'assurance. Vous pouvez voir actuellement à l'échelle internationale, il y a des start-up, ce qu'on appelle les insurtech ou les assurtech, ils sont en train de faire des miracles avec des coûts presque zéro. Donc là, la digitalisation, elle vise la réduction des coûts pour justement réduire les prix et les primes d'assurance. Oui. Monsieur le ministre. Est-ce que le taux de pénétration de l'assurance peut augmenter en Afrique du fait que l'on va rendre obligatoire un certain nombre d'assurances? Je ne pense pas. Je crois pertinemment que les assureurs doivent sortir de leur confort actuel pour aller rencontrer cette bête curieuse qu'on appelle le client et prendre en compte les besoins du client. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus raisonner en disant l'assurance s'achète, ça ne se vend pas. Oui, mais l'assurance se vend, puisqu'aujourd'hui, même la notion d'assuré tend à disparaître, ce sont des consommateurs. Ça passe par les synergies, ça passe par l'autocontrôle. Il faut suffisamment de synergie, et là, le rôle des associations nationales, aussi bien des assureurs que les rôles des associations de consommateurs sont très importants. C'est par la sensibilisation au risque. Il faut, moi je me souviens, on nous disait, un Africain, pour lui vendre l'assurance, il ne faut pas viser la tête, il faut viser le cœur. Oui, c'est vrai, mais cet Africain-là, c'est plus celui qui est dans cette salle. Il faut que l'Africain puisse être sensibilisé à l'impérieuse nécessité pour lui de faire ce report de risque sur quelqu'un d'autre qu'on appelle l'assureur. Par conséquent, il faut qu'en retour, l'offre d'assurance s'adapte. Sensibilisation, éducation, adaptation de l'offre d'assurance. De toute façon, la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Dire que les Africains sont pauvres et qu'ils ne peuvent pas accéder à l'assurance, et pourtant ils achètent des smartphones. La pauvreté aujourd'hui doit être pour nous assureurs, la pauvreté africaine, une opportunité. Opportunité d'aller proposer effectivement des produits d'assurance correspondant très exactement aux besoins qui sont exprimés par les clients. Faute de quoi, mais nous resterons tous en ville et nous allons attendre que nos cadres moyens viennent souscrire un contrat d'assurance. Ce n'est pas notre rôle. Voilà, deux autres questions. Et voilà, monsieur et monsieur qui est là également. Alors, monsieur. Oui, vous. Ah, le baladeur. On va lui donner d'abord la parole, hein, parce qu'on va lui donner la parole. Excusez-moi. C'est lui le premier. Vous présentez, s'il vous plaît, soyez bref. Oui. Najib Soussia, je suis le président directeur général de Cameroun Assistance. Le message sur la digitalisation est très séduisant. Je voudrais quand même apporter quelques nuances. Si la digitalisation avance très vite en Afrique, il faudrait la comparer avec l'âge des gens qui s'y intègrent. Et c'est beaucoup plus des jeunes que des gens qui ont un patrimoine, quelque chose à assurer. La deuxième chose, c'est que la digitalisation, c'est aussi la dématérialisation, c'est-à-dire venir à apporter du crédit à quelque chose d'immatériel. Contrairement à acheter une chemise ou tout ce qui se développe dans les ventes sur l'Internet, quand on achète du matériel, le prix est limité, le risque est limité et l'affaire se résout en 30 secondes. Souscrire une police d'assurance, c'est acheter de l'immatériel pour quelque chose dont on a peut-être, et on espère ne jamais en avoir besoin durant
la couverture, mais on s'aperçoit après si on est bien ou mal assuré. Et c'est là où je crois que l'effort de digitalisation dans le domaine des assurances doit être accompagné par une sécurisation, un accompagnement, un assainissement de la part à la fois des pouvoirs publics et des organes régulateurs pour essayer de nettoyer tout cela. Si je prends le Cameroun, en ces dernières années, il y a eu 4 ou 5 compagnies qui ont été fermées, et quand on voit que l'une d'elles, la liquidation judiciaire d'une ancienne compagnie a duré plus de 15 ans, je pense qu'il faudrait être très vigilant au départ dans la digitalisation, être très exigeant pour ne pas trébucher à vouloir aller trop vite. Merci. Voilà. Merci. Monsieur qui est là, oui. Mademoiselle Hôtesse, oui. Cher monsieur, votre question, vous présentez. Merci. Salut Bakayoko, directeur général de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire et président de l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Azasi. Ma question s'adresse à Madame Chapchoub. Madame, votre intervention confirme effectivement tout le bien que je pense personnellement de la digitalisation. Vous avez cité la Côte d'Ivoire, on n'est pas loin. Alors, j'ai une crainte cependant, et la crainte elle est la suivante, c'est que la digitalisation peut représenter une menace, en ce sens qu'elle introduit de nouveaux acteurs comme les GAFA que vous connaissez, Google, Apple, etc., qui aujourd'hui, avec des plateformes numériques qu'ils sont, peuvent faire l'assurance facilement et mieux que nous. Alors, qu'est-ce que nous, les assureurs, nous devons faire pour faire face à cette menace-là, pour transformer cette menace en opportunité? Merci. Merci beaucoup. Voilà donc la réponse aux questions. La digitalisation entre détracteurs et peut-être ceux qui soutiennent. Alors comment contourner, Madame Chapchoub, grosso modo, comment contourner les difficultés et asseoir peut-être donc un marché de l'assurance qui soit réellement digital en ayant la possibilité de dégager toutes les menaces possibles? Bonne question. Bien sûr, en se préparant et bien. Donc, en voyant devant nous les différents types et possibilités de menaces, de risques, si vous voulez, c'est comment on doit préparer notre digitalisation. Moi, j'ai vu une étude sur la digitalisation du domaine de l'assurance en général. L'auteur de cette étude a bien expliqué qu'il faut passer à la digitalisation. Les banques ont fait des pas très importants. Pourquoi nous, assureurs, nous restons toujours sur notre pensée traditionnelle et tout ça? Mais malheureusement, et j'ai compris que c'est un assureur, il a terminé son étude, sa conclusion, c'était que les gens, les autres, nos clients, doivent accepter notre complexité et un petit peu la complexité de notre activité, et donc nous ne pouvons pas être des gens qui adoptent le digital. Donc c'est inné en nous, cette crainte du nouveau, et on cherche à rester traditionnel et classique, mais, je vous dis, mais il y a certaines branches de l'assurance, je ne parle pas de l'assurance industrielle par exemple, ça c'est très difficile, et le contact et l'étude et tout ça, ça reste une obligation qu'on ne peut pas éviter, mais il y a certaines branches d'assurance qui s'adaptent, s'apprêtent à une certaine standardisation, à une certaine, si vous voulez, développement commun, et que les autres sociétés ont commencé à vendre et à distribuer à travers le digital. Il y a des startups qui s'installent maintenant à travers une plateforme, ils vendent de l'assurance, ils récupèrent la prime, ils payent leur sinistre, et tout se passe en digital, en quelques secondes. Donc, nous devons regarder cela devant nous et essayer d'aller dans ce sens. Sinon, le train passera sans nous. Soyez certains que nous, classiques, on ne peut plus, si vous voulez, confronter ce fléau et demande de digitalisation de par
Les jeunes, d'accord, mais les jeunes ont besoin d'assurance automobile, ont besoin d'assurance maladie. Donc, ces branches-là qui s'apprêtent à vraiment à la digitalisation, et nous devons aller dans ce sens, sinon il y a les autres qui vont le faire à notre place. Merci beaucoup, merci. On va applaudir Monsieur le Président Nianie Bedi. Voilà, donc le président de la commission régionale de contrôle des assurances qui a mené avec brio donc la modération de ce panel. On va également saluer Monsieur Mamadou Sy, l'ancien directeur national des assurances du Mali et secrétaire général adjoint de la CIMA. Madame Souhaïla Chapchoub, la président directeur général de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur, donc la COTUNAS, et Monsieur le ministre, donc Andro Crépine-Guodok, administrateur directeur général donc de la société commerciale gabonaise de réassurance. Mais puisque vous avez très bien parlé, puisque je suis fier de vous, on va vous récompenser. Vous n'allez pas partir les mains vides, bien entendu. Et j'invite donc nos chères hôtesses à nous ramener d'abord donc ces trophées que Monsieur Bedi donnera à nos chers conférenciers. Alors, celui de Monsieur Sy, s'il vous plaît. Pas oublier d'annoncer la société qui fait le poste. C'est Monsieur le Président qui va lui remettre ce trophée. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et le certificat. Voilà. Merci, Monsieur Sy. Madame Souhaïla Chapchoub. Voilà. Le certificat. Voilà. Le trophée pour monsieur le ministre Guodok. On ne l'applaudit pas, Monsieur le ministre ? Le certificat aussi. Et on garde le meilleur pour la fin, c'est Madame Chapchoub qui va donner le trophée à Monsieur le Président Nianie Bedi. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos chers panélistes. Alors, j'ai quelques informations à vous donner. Les organisateurs vous informent que le cocktail dînatoire offert par la FANAF est reporté donc de